Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui va traiter donc de la prévention des entreprises en difficulté. Donc nous avons le plaisir avec Pierre Beluz d'être accompagné par Thierry Gardon, donc président du tribunal de commerce de Lyon. Donc c'est le grand sachant de ce soir, hein, dont on va essayer d'alimenter la conversation, mais c'est quand même lui le grand sachant. Donc, bienvenue à tous. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, on est assez nombreux. Ce sera sous forme de chat, hein. Vous ne pouvez pas intervenir en direct. Par contre, vous pouvez poser vos questions. On les regardera au fur et à mesure. Et on essaiera bien évidemment d'y répondre à la fin de chacune des séquences que nous allons dérouler. Je rappelle brièvement que ces conférences, hein, c'est un cycle de conférences, puisqu'on a avec le tribunal de commerce, 4 conférences qui vont se dérouler donc de janvier à juillet sur des thèmes, on va dire, assez complémentaires. Donc, le premier thème de ce jour va traiter plus particulièrement des procédures amiables et de la date de cessation des paiements, hein, élément particulièrement important au milieu de ces procédures. On aura le 7 mars également une conférence qui traitera de l'enchaînement des procédures amiables et judiciaires. Pourquoi est-il intéressant d'enchaîner le cas échéant ces procédures? On verra le 23 mai le redressement judiciaire, plan de redressement ou plan de cession. Et enfin, le 4 juillet, liquidation et sanction du dirigeant. Donc, ce sera un petit peu moins sexy le 4 juillet. Hein. Mais en tout cas, les 3 précédentes seront très intéressantes. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Thierry, peut-être notamment Thierry, pour nous redonner un peu l'historique du droit des entreprises en difficulté et peut-être rappeler les objectifs du législateur. Absolument. Donc, on va passer aux objectifs en fait de l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Je pense qu'on va essayer de se concentrer sur une grosse heure et puis ensuite ouvrir peut-être un débat ou poser quelques questions, ou des questions qui reviendront en fait du webinaire. En fait, l'objectif, c'est de vous familiariser avec effectivement le droit des entreprises en difficulté, puisqu'il s'agit bien de ça dont on va parler aujourd'hui, les droits des entreprises en difficulté et non pas du droit de la faillite. On va y revenir. L'objectif, c'est d'abord de se situer dans le livre 6 du Code de commerce, puisque le Code de commerce est constitué de livres et un livre particulier consacre le droit des entreprises en difficulté. Il s'agit du livre 6 et on va voir de quoi il est constitué. Ensuite, déterminer la compétence du tribunal de commerce, puisque le tribunal de commerce n'a pas toutes les compétences en matière de droit d'entreprise en difficulté. On va le voir au niveau des SCI, des associations, etc. Et distinguer la prévention et les procédures collectives qui font que le gage commun des créanciers, que les actifs de l'entreprise deviennent le gage commun des créanciers. Donc, il y a une sorte de dépossession, alors que dans la prévention, effectivement, on va le voir, le dirigeant garde l'entière maîtrise de sa situation et bien sûr différencier les différentes mesures de prévention. Alors, pour aller directement droit au but, comme je l'évoquais, le livre 6 du Code de commerce a évolué, hein, prévenir et traiter les difficultés des entreprises. C'est ce que aujourd'hui nous demande le législateur en matière de droit d'entreprise en difficulté. Non plus le droit de la faillite, d'ailleurs improprement utilisé par notre président de la République le 16 mars 2020, lorsqu'il a dit qu'il n'y aurait pas de faillite. Le mot faillite a disparu du Code de commerce. Il existe encore, et on le verra ensemble, dans le chapitre consacré aux sanctions, puisqu'on parle encore effectivement de la faillite uniquement dans ce titre 5. Donc le livre 6, composé de 9 titres, donc titre 1, la prévention. Donc pour que ça soit clair pour vous, quand on a un article, par exemple, du Code de commerce, quand on a un article 611, par exemple, eh bien 611, c'est livre 6, donc je suis bien dans le cadre du droit des entreprises en difficulté. Titre 1, donc 610, donc prévention, 620 sauvegarde, 630 redressement judiciaire, 604 liquidation judiciaire, etc., etc. Donc ça, c'est important pour que vous puissiez vous retrouver là-dessus, en sachant que, bien évidemment, dans ce code de commerce qui a évolué depuis 1807 et évolué essentiellement à la fin du XXe siècle en matière de droit des entreprises en difficulté, puisque les grandes dates, si vous voulez, c'était 1967, 1985, avec les lois Badinter, où dans ces lois-là, on a vu que
les créanciers ont été quelque peu malmenés, avec des plans qui pouvaient s'étaler sur un nombre d'années bien au-delà des 10 ans actuels. Donc ensuite, on a eu 94 grandes dates aussi où on est revenu un peu en arrière, notamment au niveau du traitement des créanciers, parce qu'on avait vu fuir des entreprises, les créanciers au sens du droit des entreprises en difficulté, c'est-à-dire créanciers qui n'avaient aucune protection. Donc on a vu, ça a été l'avènement du Crédit Bail, ça a été l'avènement du DAI, ça a été donc un certain nombre d'actifs qui ont fui les entreprises à ce moment-là. Ensuite, il faudra attendre les grandes dates 2005. 2005 avec la loi de sauvegarde, et on va revenir, ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve ce titre 2 dans le code de commerce, sauvegarde donc très inspiré de ce qu'on appelle le Chapter 11 aux États-Unis. Et on verra aussi que récemment encore, avec la transposition de la directive européenne qui fait l'objet donc d'une ordonnance du 15 septembre 2021 et qui modifie de façon assez importante le droit des entreprises en difficulté pour les entreprises d'une taille relativement importante. Cette transposition, en fait, est plus une transposition du droit américain dans le droit européen et bien évidemment récemment dans notre droit français. Donc ça, c'est les grandes dates à retenir. Et depuis 2005, on essaye vainement comment dirais-je, de faire en sorte que les chefs d'entreprise viennent le plus tôt possible. Ça a été l'esprit de cette loi de sauvegarde, par définition. C'est-à-dire, anticipons. Le législateur a d'ailleurs confié au président du tribunal de commerce un rôle majeur, on a prévention-anticipation, prévention-détection et prévention-traitement. Prévention-anticipation, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est faire mieux connaître ce droit des entreprises en difficulté. Prévention-détection, on le verra, c'est par exemple vos procédures d'alerte, notamment, ça en fait partie. Et puis, procédure-traitement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mandat ad hoc, conciliation, etc. Donc, encore un petit mot pour vous permettre de vous repérer dans ce code de commerce. Bien évidemment, certains articles du code qui vont être, par exemple, je prends un exemple, 622-24, qui est relatif à la déclaration de créance. Il est bien évidemment, comme je l'ai souligné, situé dans le titre 2 du livre 6, et cet article s'applique en sauvegarde. Mais il s'applique également en redressement judiciaire par renvoi de 631-14. Donc ça, c'est un petit jonglage entre tous ces articles qu'on s'habitue assez facilement. C'est qu'il y a des articles, bien évidemment, qui sont consacrés dans le titre 2, qu'on va retrouver, qui vont s'appliquer dans le titre 3 en redressement judiciaire, dans le titre 4 en sauvegarde, etc. Donc, c'était simplement un petit rappel pour que vous soyez un petit peu plus familier de cette organisation. Thierry, juste le droit des entreprises en difficulté fait intervenir un certain nombre de, on va dire, de spécialistes quelque part, dont le président du tribunal de commerce que vous êtes, dont l'administrateur judiciaire. Vous pouvez simplement nous restituer un peu qui fait quoi, très brièvement. Alors, très brièvement, parce que c'est aussi un sujet sur lequel on reviendra ultérieurement quand on traitera dans les prochaines séances la sauvegarde, le redressement judiciaire. Mais pour faire très simple, effectivement, je crois que ça s'impose. Quand on est en prévention, puisque c'est le thème de notre journée aujourd'hui, de notre soirée, quand on est en prévention, c'est essentiellement le président du tribunal de commerce qui est sollicité, puisque les requêtes qui vont être présentées par ce qu'on appelle le débiteur, c'est-à-dire le dirigeant de l'entreprise qui agit pour le compte du débiteur, qui est la personne morale qui représente, eh bien, c'est le président seul, uniquement le président qui va être saisi. Et c'est bien évidemment lui qui va rendre une ordonnance. Alors que lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est le tribunal qui va, soit sous une déclaration de cessation des paiements, soit sur une requête du ministère public, soit éventuellement sur une assignation d'un créancier, qui va à ce moment-là décider, lui, dans son délibéré, de la désignation des organes de la procédure. Et en l'occurrence, contrairement à la prévention où le président va désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur, et on verra quels sont ces professionnels, dans le cadre d'une procédure judiciaire, on va avoir un mandataire judiciaire, un administrateur judiciaire, un juge-commissaire, éventuellement un juge-commissaire suppléant, et un commissaire-priseur dans le cadre d'un redressement judiciaire et non pas d'une sauvegarde, puisque dans une sauvegarde, on ne va pas faire d'inventaire, c'est laissé à la diligence du dirigeant.
Donc, ça, pour répondre à la question, on y reviendra encore un peu plus en détail parce que, bien évidemment, rôle du greffier et rôle d'un certain nombre de professionnels. Une chose qui est très importante à garder en tête, c'est la compétence du tribunal de commerce. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de relativement simple sur ce slide pour dissocier notamment le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire, puisque malheureusement aujourd'hui, on n'a pas ce que tout le monde appelle de ses voeux, y compris d'ailleurs le tribunal judiciaire, un tribunal qui serait un tribunal des affaires économiques et qui regrouperait l'ensemble de ses compétences, puisque le tribunal de commerce n'exerce qu'une activité, une compétence sur des personnes de droit privé exerçant une activité commerciale. Donc, ça a été une évolution aussi à partir de 2005, puisqu'avant, on parlait de commerçants. Aujourd'hui, c'est une activité commerciale. C'est beaucoup plus étendu. Donc, les sociétés commerciales sont concernées. Les EIRL, pour la partie du patrimoine qui est concernée par cette activité commerciale. Et par contre, reste au tribunal judiciaire les personnes morales de droit privé non commerçantes, les professions indépendantes non commerçantes, dont les libérales, les agriculteurs. Alors, les indépendants sont revenus maintenant, ont basculé sur le tribunal de commerce. Donc, le slide, je suis désolé, il y a un petit truc qui est passé à travers. Mais par contre, pour les libérales, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les libérales, s'ils sont commerciaux, s'ils ont une société commerciale, ils viennent au tribunal de commerce. Et si c'est un avocat, par exemple, il va aussi au tribunal judiciaire, c'est exerce en emprunt. Donc, on se retrouve avec une situation qui n'est pas toujours facile à gérer, notamment en ce qui concerne les SCI. Parce que quand vous avez un groupe à restructurer, eh bien, nous, normalement, il faut ouvrir, normalement, le droit est fait comme ça, il faut ouvrir les sociétés commerciales au tribunal de commerce et les sociétés civiles au tribunal judiciaire. Donc, quand vous avez, par exemple, une conciliation, on va voir qui va durer 4 mois plus 1, éventuellement, eh bien, il faut simplement qu'on ait bien la même temporalité sur les deux procédures parce qu'on risque de se trouver coincé et les banquiers, souvent, souhaitent que l'ensemble des sociétés, quand bien même, alors, si les sociétés civiles sont détenues par les sociétés commerciales, le tribunal de commerce va pouvoir se déclarer compétent. Par contre, ce qui est souvent le cas, pour par exemple des bureaux, etc., les sociétés civiles sont au nom des personnes physiques, et auquel cas, c'est bien le tribunal judiciaire qui sera compétent avec tout ce que ça peut comporter. Les agriculteurs sont au tribunal judiciaire. Encore, là, il y a des discussions dans le cadre des États généraux de la justice pour revoir un petit peu tout cet équilibre, mais encore, on n'en est pas encore là. Ne peuvent bénéficier des procédures du livre 6 les personnes morales de droit public, les groupements sans personnalité morale, les copropriétés en difficulté et le conjoint collaborateur. Compétences territoriales. Alors là aussi, c'est très important parce que les personnes physiques, c'est le tribunal du lieu de déclaration de l'activité ou de l'adresse de l'entreprise. Et en ce qui concerne les personnes morales, c'est le tribunal du lieu du siège social. Alors, il peut y avoir des dérogations, notamment si les intérêts en présence se justifient. C'est-à-dire que si les entreprises sont dispersées, on peut demander un regroupement procédural. Alors, nous, on essaye d'être relativement strict à Lyon dans ce cadre-là. C'est-à-dire que normalement, on saisit la juridiction qui est compétente et la juridiction saisie, si elle n'est pas du ressort de la Cour d'appel de Lyon, la Cour de cassation sur les fondements 662-2 du Code de commerce. Donc, en général, ça va très vite parce que ça peut faire peur quand je dis ça, mais très rapidement, dans les 15 jours, la Cour de casse renvoie vers la juridiction compétente, c'est-à-dire sur lequel on veut le regroupement procédural. Si on est dans le ressort de la même Cour d'appel, ça vient devant la Cour d'appel et qui, elle, va solliciter effectivement le tribunal pour le regroupement. La taille du débiteur impacte le... Oui, alors on y arrive parce qu'effectivement, et c'est le deuxième petit tiret, 6 compétences du tribunal de commerce spécialisé. Là, en fait, depuis la loi de 2015, qui a été, dont les décrets sont sortis au début 2016, dite loi Macron, a été institué des tribunaux de commerce spécialisés. Donc, c'est l'article que vous retrouverez, 721-8 du Code de commerce, qui dit que en gros, pour faire simple, Lyon, par exemple, devient un tribunal de commerce spécialisé. Il y a 134 tribunaux en France, il y en a 18 qui sont TCS. Ces 18, donc, dont Lyon est TCS, et par exemple Saint-Étienne est dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, comme Clermont-Ferrand, etc., Aurillac, d'autres tribunaux,
Cussey, Villefranche, etc., dépendent de Lyon. Donc, et si dans ces tribunaux donc, sont inscrits au registre du commerce et des sociétés du tribunal d'origine, une entreprise qui a plus de 250 salariés et qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, cette entreprise automatiquement est renvoyée devant le tribunal de commerce spécialisé, en l'occurrence Lyon, voire au-dessus de 40 millions de chiffre d'affaires si le seuil des 250 n'est pas passé. Donc, l'objectif là du législateur, c'était une compétence des magistrats. Oui, l'objectif du législateur, c'est de considérer que dès qu'on arrive sur des entreprises de cette taille-là, je dirais, la procédure se complexifie parce que souvent, on a des constitutions, on avait par le passé, l'ordonnance du 15 septembre a évolué cette situation. On avait par exemple des constitutions de comités de créanciers ou des assemblées d'obligataires. Donc, c'était quelque chose qui est pas fréquent. Donc, on imagine bien que quand on est dans une petite juridiction, enfin, ou une juridiction à faible effectif, bah, je dirais que ces événements-là sont moins fréquents que quand on se retrouve à Lyon, à Nanterre, à Paris ou sur d'autres grandes juridictions. Donc, le législateur a souhaité qu'effectivement les compétences soient concentrées, ce qui pose d'ailleurs plein de difficultés aussi, d'intérêt pour les juges, difficultés de recrutement, enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout état de cause, on peut considérer que c'est une tendance qui va se continuer à s'affirmer. C'est-à-dire, alors, est-ce que les seuils évolueront? On voit que il y a une tendance malgré tout à rationaliser. Est-ce que ce sera un moyen de revoir la carte judiciaire, une façon indirecte de revoir la carte judiciaire? Je ne peux pas le dire, mais c'est quand même la logique. Et pour les établissements ou pour les sociétés étrangères qui ont une activité dans la région, je pense que Lyon est également spécialisé. Alors, ça, on a une notion de centre principal des intérêts. C'est des procédures européennes, donc là, je dirais, c'est quand même un sujet un peu plus délicat qui peut faire l'objet à lui seul, je dirais, d'une intervention sur 1 heure et demie où effectivement, on a compétence, bien évidemment, on a compétence, mais avec une notion de centre principal des intérêts qui fait appel au droit européen. Et là, je dirais, ça demande un petit peu plus de temps. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce qu'on va pas, ça va nous prendre du temps et j'ai pas les éléments aujourd'hui qui me permettent de vous répondre. Mais effectivement, on a la compétence. D'accord, c'est juste pour que les confrères aient le sujet en tête. On a la compétence avec, et là, chaque fois, parce que même si vous voulez, sur du 721-8, c'est-à-dire sur la compétence du TCS, c'est encore plus compliqué quand on est sur du droit européen. Il faut chaque fois, on se repose chaque fois les questions en termes de compétences. Par exemple, parce que on a un livre 6 qui aujourd'hui demanderait à être. Il y a aujourd'hui des commissions qui commencent à réfléchir là-dessus au niveau de la chancellerie pour réformer en profondeur ce droit des entreprises en difficulté qui commence à être un énorme sandwich et qui fait que, par exemple, sur du 721-8, quand j'ouvre un mandat ad hoc, par exemple, et que je veux faire un regroupement procédural, je ne peux pas le faire sur le 721 sur le mandat ad hoc, alors que je peux le faire sur la conciliation. Parce qu'il y a un 662-8 de mémoire qui dit qu'en fait, le tribunal compétent, le tribunal de commerce compétent pour ouvrir toute procédure à partir du moment où on a commencé à ouvrir une procédure sur une des filiales, sur une société contrôlante ou contrôlée au sens de 233-1 ou de 233-3 du Code de commerce. Donc, ça veut dire que là, on peut avoir un regroupement procédural, mais là encore, il y a de temps en temps, la doctrine diffère. Vous voyez un peu la difficulté, considérant que la procédure, pourquoi? Parce que l'article 662-8 parle de procédure. Et le mandat ad hoc n'est pas une procédure, c'est un mandat. Donc, la doctrine se pose la question de savoir si le législateur a bien voulu intégrer le mandat ad hoc dans cette procédure de regroupement procédural. Donc, nous, on ne le fait pas aujourd'hui. Moi, je ne le fais pas à Lyon. Pour la conciliation, oui. Et ensuite, pour les procédures judiciaires, on a aussi une notion, à partir du moment où on a ouvert une procédure, on était compétent, par exemple, je prends pour que tout le monde comprenne bien. J'ai une société qui est immatriculée au registre de commerce de société de Lyon. Bon, le siège est à Lyon, donc tout va bien. Cette société demande l'ouverture d'une procédure de conciliation.
procédure de conciliation, et quelques jours après, on vient me demander l'ouverture de la procédure de conciliation de la société mère qui, elle, est à Nantes. Bien, là, au titre du regroupement procédural, je suis compétent parce qu'elle est, le texte dit contrôlante ou contrôlée au sens de 233-1 ou 233-3. Donc, je vais tirer toutes les sociétés du groupe à Lyon, simplement. Donc, ça veut dire aussi le législateur a instauré ce qu'on appelle un forum shopping. C'est-à-dire qu'en fait, l'avocat ou le conseil, éventuellement, auquel vous pouvez participer, peuvent choisir par ce biais-là, ce qui n'était pas traditionnellement, si vous voulez, l'esprit du législateur français, mais ça a été un peu dévoyé à l'époque, c'est toujours les lois Macron, où là, on va un peu, si on articule bien, si on instrumentalise bien un truc, on va définir quelle est la juridiction qui va avoir à traiter du dossier et qui, par la suite, parce que quand vous avez l'amiable ensuite, l'amiable tire le judiciaire, c'est-à-dire si j'ai ouvert la conciliation pour l'ensemble du groupe, eh bien le judiciaire, s'il faut basculer derrière en sauvegarde ou en redressement judiciaire, on va rester compétent. Donc vous voyez, c'est assez fin. Alors je vous explique même pas, mais on pourrait le faire un jour quand on est en droit européen avec des filiales à l'étranger, etc. C'est encore beaucoup plus compliqué. Mais gardez à l'esprit simplement qu'il y a des articulations à faire et que on peut gérer sa procédure pour l'ensemble des sociétés du groupe. Alors, les magistrats étant des chefs d'entreprise, j'imagine que certains doivent se retrouver dans ces procédures. Dans ce cas-là, il y a un process de dépaysement. Oui. Comment ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, on est sur comment dirais-je, des thèmes que vous connaissez particulièrement bien, qui sont des thèmes de déontologie, éthique, etc., qui nous sont propres. Moi, je dirais systématiquement aujourd'hui, alors après, bien évidemment, chaque chef de juridiction va assumer ses responsabilités et ses choix en matière. Mais je veux dire, la règle qui prévaut, c'est qu'effectivement, les dossiers soient intégralement dépaysés. Alors, moi, je préfère toujours qu'ils aillent vers Lyon, c'est plutôt facile, vers une cour dans le ressort d'une autre cour d'appel. Donc ça évite tout débat. Et par exemple, à Lyon, c'est souvent Vienne qui va être déclaré comme compétent pour traiter les affaires d'un de nos juges, puisque eux, Vienne dépend de la cour d'appel de Grenoble. Voilà. Oui, ben c'est important comme ça. Ça vous permet ces éléments, de bien les cadrer, ça permet au client de lui faire quelques recommandations. Alors, quand il va croiser son avocat, absolument, pour gérer au mieux son dossier et la proximité qu'il souhaite. Moi, si vous voulez, j'ai toujours, et puis c'est vraiment sur des points sur lesquels on va pas transiger parce que c'est beaucoup trop sensible, et c'est sensible notamment en termes d'image de la juridiction. On reste une juridiction consulaire qui a souvent été contestée, qui a souvent été montrée du doigt pour différentes raisons. Et je pense que cette image, c'est pas simplement pour le plaisir d'avoir une bonne image, c'est simplement pour que le chef d'entreprise qui vient devant nous soit en confiance, se dise je veux pas tomber sur une bande de coquins qui vont me spolier ma boîte ou faire leur petit business, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on est extrêmement scrupuleux. Alors, je vais essayer de passer, je ne sais pas pourquoi, j'arrive plus, c'est moi qui vais. Hop, c'est bon. Donc, des points importants qui sont distingués, effectivement, et on a déjà un petit peu évoqué ensemble, la prévention et des procédures collectives. Les préventions, donc, c'est essentiellement deux procédures. Une procédure qui est le mandat ad hoc. Alors, je dis deux procédures, vous avez compris, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure sur 662-8, avec un abus de langage, puisque le mandat ad hoc par le législateur n'est pas une procédure. Et on verra pourquoi. La conciliation en est une. Ces deux procédures de prévention, elles se caractérisent par quoi? Premièrement, une totale liberté du débiteur. Donc le débiteur, en gros, c'est pas le dirigeant, hein, c'est la personne morale qui effectivement est en difficulté et qui est représentée par son dirigeant. Possibilité de poursuite individuelle des créanciers. Donc les créanciers peuvent continuer les poursuites effectivement. Par contre, l'ordonnance du 15 septembre 2021 permet au président, lorsqu'il est saisi par voie de requête par le débiteur, de suspendre les poursuites pendant la durée de la conciliation
et voire d'imposer des délais à des créanciers. Et des délais, alors c'est un peu particulier parce que là encore, comme je vous disais, on a un petit peu un millefeuille. Si il n'y a pas eu de poursuite, les délais qu'on peut imposer, que je peux imposer en étant saisi par requête, on va le voir sur une conciliation, c'est ces ordonnances du 15 septembre 2020, c'est pendant toute la durée, je peux étaler les références sur la durée de la conciliation, c'est-à-dire 4 mois plus 1, on va le voir. Et si par contre on est saisi, je peux bénéficier du droit commun, c'est-à-dire de les étaler sur 2 ans, d'imposer des délais sur 2 ans. Par contre, ces deux procédures de prévention, ce mandat ad hoc et cette procédure de conciliation, sont totalement confidentielles et non engageantes. C'est-à-dire, ça c'est très important. C'est-à-dire que c'est la liberté, c'est inscrit du débiteur, c'est lui qui va demander l'ouverture, mais c'est lui aussi qui peut demander à tout moment qu'il soit mis fin à la procédure. Donc ça veut dire que c'est important pour vos clients, c'est qu'effectivement, ils vont se retrouver devant nous, mais c'est eux qui restent maîtres de leur destin et dans une totale confidentialité, il n'y a que le président qui est informé de cette procédure. Alors bien évidemment, ensuite, on verra comment ça fonctionne. Les créanciers qui vont être appelés à la procédure vont avoir connaissance effectivement de la procédure, mais ils sont soumis sur les fondements de 611-15 du Code de commerce à une confidentialité totale. Ensuite, les procédures collectives. Dans les procédures collectives, on a simplifié sur ce document, c'est la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Et là, pour répondre à votre question, Olivier, tout à l'heure, on a un contrôle judiciaire sur le débiteur avec l'ensemble des auxiliaires de justice qui tournent autour, qu'on a évoqué, le juge commissaire, bien évidemment, qui est un juge désigné par le tribunal, les administrateurs, mandataires, etc. On y viendra. Et là, on a un arrêt des poursuites individuelles des créanciers, c'est-à-dire, en gros, le passif est gelé, et puis personne peut, pendant toute la durée de la procédure, assigner en paiement, par exemple, le débiteur. Par contre, le gros problème avec ces procédures collectives et la grosse difficulté, c'est la publicité, puisque c'est publié dans le journal d'annonce légale, donc l'ensemble de l'environnement économique est informé, l'environnement fournisseur, client, etc., de la procédure qui frappe dont bénéficie, puisque le texte dit, dont bénéficie le débiteur. Alors, ce qui est important pour nous quand on fait le lien avec notre mission, pour nos confrères, c'est vraiment la prévention. La procédure d'alerte nous permet d'informer directement le président du tribunal de commerce qui va nommer un magistrat pour suivre le dossier. Les entretiens sont très cordiaux. Le débiteur va découvrir un petit peu la procédure. On va faire tomber cette peur qu'il ressent, hein, forcément. Aller au tribunal de commerce, c'est toujours un pas difficile. Mais je crois que c'est ce qui permet de gérer au mieux les dossiers et l'ensemble de ce cycle que l'on fait ensemble. Son objet, c'est vraiment la prévention. La prévention, si tu veux, Pierre, c'est plutôt, donc on va continuer à le faire. La prévention, c'est 70 à 80% aujourd'hui d'entreprises qui viennent en prévention et qui ne tomberont pas ou qui ne feront pas l'objet d'une procédure collective. Ça veut dire qu'on arrive à faire un travail phénoménal dans ces procédures de prévention, beaucoup plus encore aujourd'hui avec les nouvelles adaptations de ces procédures suite aux ordonnances Covid qui ont un peu relancé, qui ont un peu fait bouger les lignes. On en reparlera, mais c'est 70 à 80%. Alors, moi, je suis toujours un peu frustré, et puis on a souvent parlé ensemble dans nos différents échanges, du fait que je vois souvent arriver les entreprises beaucoup trop tard. Alors, il y a l'émission, bien sûr, les entreprises qui sont accompagnées, je dirais, par des commissaires aux comptes. Et là, quelque part, vous avez cette procédure d'alerte, mais on a toutes les entreprises qui ne le sont pas, qui n'en bénéficient pas, où on voit manifestement qu'elles arrivent beaucoup trop tard. D'où aussi l'intérêt pour les professions du chiffre, parce que c'est quand même les professions du chiffre qui sont les premiers en contact avec les entreprises, parce qu'on parle des avocats. Alors, je ne peux pas, il y a certains avocats qui m'en ont un petit peu voulu de me rapprocher trop des gens du chiffre, mais moi, l'expérience que j'ai depuis 12 ans, alors c'est une minorité, je vous rassure, mais les expériences que j'ai depuis 12 ans, c'est quoi? C'est que le premier contact de l'entreprise, c'est bien l'expert comptable. Et c'est bien lui qui peut éventuellement inciter le chef d'entreprise à solliciter un rendez-vous expert comptable commissaire aux comptes avec le président en disant bah, écoute, on va discuter, on va déjà voir ce qui. Et ça n'engage strictement à rien. On n'inscrit pas cet entretien dans des documents pour
ostraciser, je dirais, ce chef d'entreprise. Et puis côté commissaire aux comptes, bien évidemment, on a fait notre travail, que le tribunal de commerce est informé. Après, j'allais dire, on est libéré de cette tâche de suivi quelquefois très complexe. Ça n'empêche pas de suivre périodiquement le dossier, mais il est suivi par un magistrat professionnel. Et puis, d'un autre côté, ça donne une chance quand même à notre client, celui qui nous rémunère, de s'en sortir plus facilement, enfin 70% de cas positifs. Et pour l'avoir vécu un certain nombre de fois dans ma carrière, si j'ai senti une certaine peur de la part des clients, si j'ai senti un petit traumatisme au début, si le client s'en sort, c'est un renouvellement à 90%, parce que bien évidemment, il est content que le commissaire aux comptes l'ait aidé. Et des gens qui au départ sont tout à fait désagréables peuvent, à l'issue de nos travaux en commun, quelque part, se retrouver et puis très heureux de ce qui s'est passé. Et ils ont l'esprit libéré, ce qui est important pour travailler. On est pour moi un appui pour vous. Et le législateur l'a bien d'ailleurs compris, puisque aujourd'hui, on peut anticiper un petit peu, puisque derrière, on pouvait solliciter des documents, la rupture de la confidentialité du secret professionnel, qu'à partir du moment où l'entretien s'était tenu, maintenant, c'est dès la convocation du dirigeant que je peux solliciter, comme soit fourni des éléments le concernant. Alors, c'est très important, puis ça vous permet aussi, vous, peut-être je dirais que le dirigeant entende, je dirais, des informations qui sont celles que l'on peut donner. Dans le cadre de notre charte qu'on a signée ensemble, on a vu que c'était, au moins pour l'année qui vient, je dirais, le contact de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, c'est directement le président, c'est-à-dire il y a un mail qui est moi, on a un rendez-vous, on a un coup de téléphone, etc. On s'en parle. Et moi, je reçois en général dans les 48 heures. Donc, on passe une demi-heure ensemble. Si le chef d'entreprise considère que ça a été inutile, il aura perdu une demi-heure, etc. Mais il y aura eu cette démarche. Et je crois que c'est très important qu'on ait pu initier ça. Après, il y a de vraies dimensions. Enfin, moi, je l'ai vécu sur un dossier qu'on a vécu ensemble il y a quelques mois maintenant d'un groupe industriel textile où on a fait un rendez-vous avec vous au tribunal de commerce, un groupe qui n'était absolument pas en difficulté financière, mais qui avait un litige avec un fournisseur historique qui posait problème et on a trouvé la solution. C'est-à-dire ce groupe s'est mis en sauvegarde alors qu'il n'était pas en difficulté financière et ça a été la seule solution qui a permis de dénouer ce litige qui était un litige qui durait depuis des années. Mais là, encore une fois, Olivier, vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est un point, lors de ces interventions, on le reprécisera, parce que c'est souvent une difficulté, une méconnaissance en fait des termes du livre 6, puisque la sauvegarde, c'est une procédure qui a été mise en place pour avoir à connaître, dont peuvent bénéficier des entreprises qui vont avoir à connaître des difficultés qui ne seront pas en mesure de surmonter. Mais le texte ne dit pas que c'est des difficultés financières, c'est des difficultés même dans une exécution contractuelle. Quand on voit un contrat qui peut être à un moment déséquilibré et qui peut conduire une entreprise à des difficultés futures, voire très éloignées, mais dont manifestement on voit que c'est extrêmement puissant, ça permet de renégocier ces contrats, voire de remettre en question définitivement ces contrats. Donc, ça, c'est un point qui est important. Et on arrive à un sujet qui est souvent un sujet un peu comment dirais-je, qui fait l'objet de débats, c'est la cessation des paiements. Alors, parce que tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a un élément central, c'est l'état de cessation des paiements. Et pourquoi? Parce que les procédures de prévention, le mandat ad hoc et la conciliation, alors là j'apporterai un bémol aussi parce que ça c'est mon approche et je ne suis pas la seule à la partager, mais le législateur a été un petit peu elliptique quand il a défini le mandat ad hoc. Dans le mandat ad hoc, on n'évoque pas l'état de cessation des paiements. Dans la conciliation, on dit pour ouvrir une conciliation, il ne faut pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. On reviendra là-dessus, dans les slides, vous verrez, c'est inscrit. Dans le mandat ad hoc, le législateur dit rien. Alors certains disent que comme on est dans la prévention, par un parallélisme des formes, on peut être en état de cessation des paiements en mandat ad hoc mais pas depuis plus de 45 jours. D'autres disent, dans le mandat ad hoc, on n'en parle pas, donc ça veut dire qu'il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Moi, à Lyon,
aujourd'hui, j'ouvre des mandats ad hoc, même si on a un état de cessation des paiements, mais pour autant qu'on ne soit pas depuis plus de 45 jours, considérant que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Enfin, c'est un principe de droit qui me semble assez fondamental, mais bon. Ça ne fait pas l'unanimité, donc ne soyez pas surpris si dans certaines juridictions, on vous refuse l'ouverture d'un mandat ad hoc si vous êtes en état de cessation des paiements, même depuis moins de 45 jours. Après, pour les autres procédures, sauf pour la procédure de sauvegarde, je répète, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Alors, là-dessus, et alors que le redressement judiciaire, bien évidemment, vous êtes en état de cessation des paiements, et c'est une des conditions pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et bien sûr la liquidation judiciaire, vous êtes en état de cessation des paiements et le tribunal considère que le redressement est manifestement impossible ou que la situation est irrémédiablement compromise, c'est les termes qui sont d'usage. Donc maintenant se pose le cas de la sauvegarde. La sauvegarde, si vous voulez, c'est une procédure qui a été mise en place, comme on le disait dans les propos liminaires, en 2005. Elle a été mise en place pour essayer de faire en sorte que les dirigeants anticipent encore leurs difficultés. J'attends pas mon état de cessation des paiements pour venir devant le tribunal et en contrepartie, le législateur me donne quelques petits avantages. Les avantages, c'était quoi? C'était la caution de personne physique va être soumise au plan. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher, même si on adopte, si on sort d'une sauvegarde avec un plan de sauvegarde, eh bien, la caution va être soumise au plan. Tant que le plan est respecté, les créanciers ne peuvent pas assigner la caution. Donc, personne physique et pas personne morale. Donc, ça, c'était un petit peu la carotte. Et puis, le dirigeant reste un petit peu maître chez lui. C'est lui qui organise son plan, c'est lui qui propose son plan, etc. Mais ça, on y reviendra dans une intervention ultérieure. Et ces sauvegardes, eh bien, on est français. Donc, on est français. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on avait essentiellement dévoyé un peu la sauvegarde. C'est-à-dire qu'on a vu un succès très limité. Sur les 52 000 procédures en France, en 2019, il y a eu moins de 1000 sauvegardes qui ont été ouvertes. Sauvegardes qui ont bénéficié essentiellement au holding sur lequel portait un LBO. Donc, elles n'étaient pas en cessation des paiements parce que l'échéance de la dette senior n'était pas exigible. Mais par contre, on avait mis les filles déjà en redressement judiciaire. Donc, on voit bien que c'est très artificiel. Donc ça, il y en a eu beaucoup qui étaient ouvertes dans ces conditions-là. Et puis certaines où on trifouillait un tout petit peu, on obtenait un moratoire avec les uns, avec les autres, on obtenait une lettre de confort d'un fournisseur, etc. L'état de cessation des paiements, il n'était pas avéré, mais demain, il était en état de cessation des paiements. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de difficultés sur le financement de la période d'observation derrière, quand on joue à ce petit jeu-là. Donc, voilà. Mais, en gros, ce qu'il faut retenir, ce qui conditionne l'articulation de nos procédures, c'est bien l'état de cessation des paiements. Et l'état de cessation des paiements, donc vous avez, on le voit sur ce slide, doit exister pour ouvrir, peut exister pour ouvrir et ne doit pas exister pour ouvrir. Le mandat ad hoc, je mettrais peut exister pour ouvrir, tout du moins c'est ce que pratique à Lyon. Donc pour nous, on a un vrai intérêt à intervenir avant cette date de cessation des paiements. Bien sûr, en sachant, Pierre, envoyer nos clients parce que… Ah mais bien sûr, mais si vous voulez, juste pour préciser, cette notion d'impossibilité de faire face à son passif éligible avec son actif disponible, c'est l'article 631-1 du Code de commerce qui le définit, et c'est là, vous, je dirais, homme du chiffre, professionnel du chiffre, savoir ce qu'on met derrière. En fait, je pense qu'il y a une vraie problématique à définir ce qu'est un passif exigible et un actif disponible. L'actif disponible, pour moi, c'est le cash. Quand vous êtes dans une situation telle que celle-ci, alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai vraiment des créances mobilisables facilement, etc., facilement, mais souvent, vous l'avez déjà fait, enfin, c'est très rare. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le cash. Et le passif exigible, eh bien, c'est pas parce qu'il n'a pas été exigé qu'il n'est pas exigible. C'est bien toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. Par exemple, je vous laisserai la parole, mais c'est important. C'est avec, par exemple, les URSSAF qui n'ont pas engagé de voie de recouvrement forcé, qui n'ont pas engagé de voie d'exécution et où on traîne du passif social depuis, par exemple, mars 2020 pour certaines. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça. Mais c'est pas pour autant, si vous n'avez pas effectivement votre plan d'appurement ou un moratoire, que vous pouvez venir solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation, parce que je vais vous dire, attendez, votre passif, il est exigible depuis le mars 2020. Vous n'avez pas payé, donc il est exigible.
Donc maintenant, présentez-moi un moratoire, présentez-moi un plan d'appurement qui montre qu'effectivement, l'URSSAF a renoncé. Et comme pour le moment, il y a eu beaucoup de retard dans le traitement, je dirais, de ces passifs sociaux, on est un peu embêté parfois. Oui, en fait, il faut faire très attention aux stocks, parce que les stocks qui sont pas vendables le lendemain, c'est très compliqué. Il faut faire attention aux réserves de crédit dans l'autre sens, parce que l'entreprise n'a pas forcément mobilisé tout ce à quoi elle avait droit. Et puis, en cas de groupe, on a souvent, parce qu'on demande, nous, en tant que commission au compte d'une société, une lettre de soutien de la société mère ou une lettre de confort, mais dans la réalité des faits, il faut qu'elle puisse s'exécuter. Et là, quelle est ta vision pour moi, c'est assez simple. Hein. Je veux dire, quand on parle, tu évoques les stocks, mais c'est souvent ce qui nous est évoqué à la barre, c'est-à-dire on dit mais j'ai des stocks, si vous voulez des stocks, avant de venir, il fallait vous débrouiller, quoi. Mais je veux dire, manifestement, on ne peut pas considérer ça comme de l'actif disponible. Moi, j'ai même vu, si vous voulez, de fonds, on mettait dans la liste des actifs disponibles, le fonds, on peut tout imaginer. En gros, c'est le cash. Et après, les lettres de confort, je veux dire, quelque part, si effectivement la holding ou la société mère veut soutenir, ben, elle apporte en compte courant, quoi. Ça change la vision, parce que sur le stock, on a vraiment une problématique de vocabulaire. Hein, les valeurs réalisables et disponibles, il y a le stock dedans, mais il ne faut pas en tenir compte. Moi, honnêtement, quand je présidais, alors après, on n'a pas tous, peut-être, et puis bon, de temps en temps, il peut y avoir une interprétation du tribunal, et, je veux dire, mais objectivement, prenez pas de risque en considérant votre stock comme un actif disponible. Et il est dit aussi que l'état de cessation des paiements doit être démontré par celui qui s'en prévaut. Donc, c'est le débiteur dans sa DCP. Pas forcément. Non, je veux dire, à partir du moment où on n'a pas d'éléments tangibles pour apprécier l'état de cessation des paiements, le tribunal devrait fixer à la date qui a été évoquée par le débiteur. Pour autant qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient manifestes, je dirais, qui permettent. Donc, mais il faut savoir que derrière, le mandataire judiciaire qui va être désigné, voire le liquidateur judiciaire, si le mandataire judiciaire dans une procédure de redressement judiciaire, ou qui devient liquidateur judiciaire dans une procédure de liquidation judiciaire, lui va pouvoir saisir le tribunal pour faire remonter la date, refixer la date de l'état de cessation des paiements. Pourquoi? Parce que cette date d'état de cessation des paiements va être déterminante pour plusieurs choses. Premièrement, les actions en sanction qui pourraient être engagées contre le dirigeant, et va déterminer ce qu'on appelle la période suspecte. Et donc, qualifier un certain nombre d'actes de nullité des actes passés dans cette période suspecte. C'est-à-dire s'il y a une vente qui a été faite, etc., ces actes pourraient être frappés de nullité si effectivement on arrive à démontrer qu'ils se sont faits dans cette période suspecte et je dirais et qui ne correspondaient pas à un fonctionnement normal et une gestion saine et normale de l'entreprise. Sachant qu'on peut une remontée de compte courant, par exemple. J'ai remonté des comptes courants. Celui qui se fait rembourser en priorité avant les autres. Bah, bien sûr. Donc, on peut tout à fait se retrouver, d'une part, dans une entreprise qui est totalement solvable, mais qui est en état de cessation des paiements. C'est-à-dire qu'elle a des actifs, mais qui sont réalisables à moyen terme. Donc, en fait, elle est riche, mais sauf qu'elle n'a pas de court terme. Donc, elle peut se retrouver en état de cessation des paiements. Comme on peut se retrouver dans une entreprise qui est de très forte croissance, par exemple en sortie de crise. Donc, avec des belles perspectives, mais pour autant, qui a un problème de BFR structurel ou temporaire et qui se retrouve en état de cessation des paiements. Je crois que dans notre métier, on sait tous que souvent le pire à gérer, c'est la croissance. Hein, si on ne sait pas financer la croissance, c'est un moment, cash is king, cash is wealth, et $1 d'aujourd'hui, ça vaut plus qu'un $1 de demain. C'est les vieilles règles de la finance d'entreprise. C'est la réponse traditionnelle du chef d'entreprise. J'ai un carnet de commandes extraordinaire, mais ce n'est pas un compte client mobilisable immédiatement, malheureusement. Non. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'anticiper, parce que ces difficultés-là, on sait bien les traiter dans un cadre d'une conciliation, dans le cadre même d'une sauvegarde. Alors que quand on a un redressement judiciaire, tout devient compliqué, parce que déjà, le redressement judiciaire fait peur. Et pourquoi il fait peur? Parce qu'objectivement, quand on regarde les statistiques, on voit bien que les statistiques sont à la défaveur on sait très bien qu'on a un process qui est de traitement du droit des entreprises en difficulté, qui est à un rendement très médiocre. Hein. On sauve 5 à 10% des boîtes si on se prend sur une période
qui suit l'arrêté du plan, par exemple, de 5 ans, dans le cadre d'un plan de redressement, d'un plan de sauvegarde un petit peu plus. Donc, ça fait peur, et bien évidemment, on fait fuir tous les créanciers, et je ne vous explique pas, enfin, bon, vous connaissez mieux que moi les réactions de nos amis banquiers à partir du moment où on est dans cette situation, quoi. Non, mais ton avis est important, parce que passer de 60-70% à 10-15%, c'est pas la même chose. Et je crois que les stades de liquidation sont effroyables. Les stades de liquidation sont effroyables. Alors, ce qui est encore plus énervant, et moi, c'est ce qui m'agace depuis de nombreuses années, c'est que finalement, ces procédures de conciliation, de mandat ad hoc, etc., sont des procédures très élitistes. Parce que alors, en plus, on ne peut pas communiquer dessus, parce que, donc, par définition, elles sont confidentielles. Donc, moi, je ne peux pas vous dire qui j'ai aujourd'hui et qui je traite au tribunal de commerce de Lyon. Donc, comme il n'y a pas de publicité qui sont faites sur ces procédures, il pourrait y en avoir après par des entreprises qui en sont sorties, mais une fois que l'entreprise en est sortie, elle n'a pas envie de raconter sa vie et qu'elle a eu des difficultés, etc., etc. Bon, ce qui est assez légitime. Mais elles profitent aujourd'hui, elles sont très élitistes, elles profitent à des très grosses structures parce qu'ils connaissent très très bien, qui sont bien conseillés, qui savent très bien articuler ces procédures, on en parlera ultérieurement. Et c'est un peu dommage. Et quand on dit, bah, aujourd'hui en France, il y a en gros 4500 procédures amiables qui sont ouvertes devant les juridictions, 2500 mandats ad hoc, 1500 conciliations. Mais en plus, il faut bien penser, on ouvre une procédure pour chaque entité légale au sens de la loi LME, c'est-à-dire de 2008. C'est-à-dire que un groupe, quand j'ouvre un groupe en tant que conciliation, si vous ouvrez un groupe énorme, vous pouvez avoir 20 ou 30 sociétés qui vont être appelées à la conciliation. Donc, quelque part, vous faussez encore les statistiques et on voit bien que c'est extrêmement élitiste. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Un petit résumé sur les procédures préventives. Alors, j'ai essayé d'être politiquement correct en disant la conciliation, état possible de cessation des paiements, moins 45 jours ou pas. Le mandat ad hoc, pas d'état de cessation des paiements. Mais je vous ai dit ma position. Les procédures collectives, la sauvegarde, eh bien, on n'est pas en état de cessation des paiements. Et les procédures collectives, redressement judiciaire et liquidation judiciaire, on peut être effectivement en état de cessation. On est en état de cessation. On doit être en état de cessation des paiements. L'établissement professionnel, c'est une procédure qui aujourd'hui n'a pas trouvé son public. On en a ouvert 5, je crois, de mémoire en 2020 à Lyon, ou en 2021, je pense même peut-être 2 ou 3. Je préfère pas pour le moment l'évoquer, on l'évoquera peut-être dans une intervention ultérieure rapidement. Donc voilà. Ensuite, les dispositifs d'alerte du chef d'entreprise, celles que vous connaissez bien avec les commissaires aux comptes. Le groupement de prévention agréé, là non plus, ça n'a pas trouvé son public. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, c'est dans la région Poitou, enfin, côté dans ces coins. Convocation à un entretien par le président du TC. Alors, convocation à un entretien par le président du TC. On a des dispositifs qui étaient ce qu'on appelle de prévention-détection. C'est-à-dire que nous, avec le registre du commerce et des sociétés, on a bien sûr pour les entreprises qui déposent leurs comptes, alors normalement cette obligation leur est faite, donc celles qui ne l'auront pas fait, elles sont encore plus sous notre contrôle. Donc quand on avait traditionnellement, si vous voulez, des inscriptions de privilèges qui étaient prises par les organismes fiscaux sociaux. Là, depuis cette crise, les inscriptions de privilèges ont fortement réduit pour être pratiquement à néant. Donc, on a changé nos critères. Alors, nos critères aujourd'hui, c'est deux exercices déficitaires, capitaux propres négatifs, plusieurs injonctions de payer. Donc, quand on est dans cette configuration, quand l'entreprise est dans cette configuration-là, nos logiciels, enfin notre ordinateur, nous permet de trier ces entreprises. Et puis, j'ai un petit groupe de juges qui sont chargés de la prévention, qui vont convoquer, alors moi je dirais plus inviter à un entretien auprès par le président du TC ou par un juge délégué, dire monsieur, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors souvent, on a des effets aussi qu'on ne maîtrise pas parce que c'est souvent la filiale d'un groupe, on pas reconstituer, enfin bon, il y a des petites choses comme ça, mais ça nous permet d'avoir un entretien où on ne fait pas de conseils. On est là pour informer, c'est-à-dire qu'on est là simplement pour dire ce qu'on vient de dire, la cessation des paiements, c'est les différentes procédures, etc. Donc, et bien évidemment, ce qui nous permet aussi d'informer, je veux dire, c'est l'injonction de dépôt des comptes par le président du TC, qu'à partir du moment où les entreprises, donc on n'a aucune visibilité sur leurs comptes, eh bien, on va les enjoindre de déposer leurs comptes. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait sont convoqués par un juge délégué au dépôt des comptes annuels,
qui va leur dire, écoutez, bah, voilà, qui va éventuellement fixer une injonction de produire sous astreinte, qu'on liquidera ou qu'on liquidera pas, partiellement ou totalement. Enfin, donc voilà, ça va être aussi, on essaye à Lyon d'être, comment dirais-je, discriminant, c'est-à-dire, et c'est le pouvoir souverain du juge, ben, dire ça, c'est comme ça, d'apprécier ce pouvoir d'appréciation pour dire cette entreprise dans un environnement concurrentiel qui est tel que effectivement elle est un peu, comment dirais-je, confidentielle sur ses comptes comparativement à ses collègues, les autres pays européens. Donc on peut le comprendre et là on sera un petit peu plus tolérant. Mais par contre, pour une entreprise qui nous amène aucun élément où on voit manifestement que la situation est extrêmement dégradée, qu'on a eu des injonctions de payer à répétition, eh bien là on sera un peu moins tolérant et tout simplement pour protéger. C'est pas embêter le dirigeant de l'entreprise, mais une entreprise c'est aussi notre fonction, c'est le sens de la loi de sauvegarde, c'est préserver l'activité économique, sauvegarder l'emploi et bien évidemment préserver les intérêts des créanciers, parce qu'il y a des gens qui font confiance à cette entreprise. Donc voilà un petit peu nos critères d'alerte. Pierre. Il y a eu deux mesures récentes, Thierry. Donc aujourd'hui, un commissaire aux comptes peut reprendre une procédure d'alerte de moins de 6 mois. Et est-ce que tu en vois d'une part? Et puis d'autre part, le commissaire aux comptes en cas de difficulté peut directement saisir le président du tribunal de commerce pour le rencontrer et lui faire part de sa difficulté sur un dossier, parce qu'on a des situations qui sont quelquefois extrêmement complexes. Est-ce que ça arrive? Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire. Moi, très honnêtement, depuis que ces dispositifs sont en place, ça n'est pas arrivé. Par contre, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, et je crois que c'est peut-être aussi l'objet de ces webinaires, c'est-à-dire de mieux se connaître, simplement se dire, bah, tiens, je passe un coup de téléphone, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que vous avez une demi-heure, voilà, j'ai une difficulté sur tel dossier, comment on peut gérer ça ensemble, de façon à ce que vous ne soyez pas non plus en difficulté, mais que vous soyez en mesure de l'éclairer le plus possible. Et ça, je crois que c'est plutôt bénéfique, enfin, me semble-t-il bénéfique, tout en sachant que il n'y a rien, il n'y a aucune contrainte. Sauf que si effectivement, à un moment, je considérerais que l'avenir est extrêmement compromis de l'entreprise, que manifestement, il y a des conditions qui sont quand même difficiles en termes de management d'entreprise, eh bien là, alors le tribunal ne peut plus saisir depuis 2014, saisir d'office, mais par contre, je peux en informer le ministère public. Le ministère public, vous voyez un peu le schéma, le ministère public va évaluer la situation en fonction des éléments que je lui confie et va saisir à ce moment-là le tribunal pour lui demander à ce que l'affaire soit entendue en chambre du conseil. C'est quand même des procédures qui sont assez rares de ce point de vue-là, surtout avec un commissaire aux comptes, parce que on peut considérer qu'il y a quand même une relation qui est toujours de confiance avec le commissaire aux comptes. Et il vaut mieux qu'on fonctionne entre nous. Il vaut mieux comme ça. Donc derrière, c'est pas très compliqué de dire à son client, écoutez, je crois que là, on est dans une situation un peu compliquée, il va falloir prendre des mesures, voilà ce qu'il faut faire. Ça, vous avez tous les éléments. Donc, pour qu'on arrive à moi, j'en ai pas vu. Très honnêtement, ces dernières années, j'ai pas vu de situation extrême comme ça qui m'oblige de saisir le ministère public. Alors, ça peut arriver sur des trop petites entreprises, par exemple, où le dirigeant a fait défaut, il est parti, ou il a un problème de santé, les salariés sont laissés seuls, et c'est eux souvent qui vont nous saisir. Ils vont nous dire, bah, je ne peux pas payer, puis on n'a pas une autre paye de. Là, on va convoquer. On n'est plus dans cette démarche aussi structurée que celle dans laquelle il y a un commissaire aux comptes. Ben, on a aussi une part des difficultés qui sont devant nous dans les secteurs qui ont été fortement soutenus. L'hôtellerie, les gens sont souvent très riches parce que l'hôtel vaut très cher, mais ils peuvent avoir un problème de cash. Ou, je sais pas, la sous-traitance automobile parce que bah, ils ont du mal à discuter avec Renault, Peugeot. Et donc là, effectivement, un mandataire judiciaire, dans le cadre d'un mandat ad hoc, puis ça vous rassure. Sera plus simple. Et puis, mais souvent, on fait disparaître, si vous voulez, on va en parler, mais moi, c'est souvent, si vous voulez, où j'ai des dirigeants qui viennent devant moi en cabinet, enfin, je les reçois avec leurs conseils, avocats, et la première question, je dis, le CAC, qu'est-ce qu'il dit? Le CAC qui commence à pas être content. Non, ils tous, quoi.
Bon, et c'est aussi ça qui fait que souvent, ils viennent vers moi. Parce que quand on a ouvert la procédure, bah, le CAC, déjà, ça va mieux. C'est-à-dire que le dirigeant a pris conscience des difficultés, il a commencé à se mettre sous la protection du tribunal, soit par un mandat ad hoc, soit une conciliation. Il y a le sceau de Marianne, il y a l'ordonnance du président, il y a tout ça qui fait qu'on retrouve un environnement qui est plus confortable, plus conforme. Il y a un tiers qui rentre, c'est le mandataire ad hoc ou le conciliateur qui est aux côtés du dirigeant, etc. Donc, je veux dire, là, les difficultés sont prises en compte. Donc, on se retrouve un peu une standstill pendant toute la durée de la procédure. On essaye de trouver des solutions sans crier au loup, quoi. Et puis le mandataire ad hoc, avec l'appui du président du tribunal de commerce, il peut prendre le temps de discuter avec des grands donneurs d'ordre, ce qui n'est pas le cas du chef d'entreprise. Alors, pas le président. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ouvert, ça reste quand même, ça reste pas quand même, c'est la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur. Et là, je dirais en tant que président, moi, je suis informé du déroulement de la procédure. Mais c'est toi qui renouvelle. C'est le débiteur qui sollicite le renouvellement. Le texte, pour un parallélisme des formes aussi, on a été un petit peu, ça a été de temps en temps un peu abusif. C'est-à-dire que souvent on demande, parce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur sollicite le président pour prolonger sa mission. C'est pas le texte. Le texte, c'est bien le débiteur qui va solliciter pour une raison simple, c'est que il n'est pas laissé à la libre appréciation, si vous voulez, du mandataire ad hoc ou du conciliateur, même si ce sont des grands professionnels et ils sont des gens à l'abri de tout soupçon. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui prenne, si vous voulez, l'idée de faire durer les procédures plus que nécessaire. Donc, ça reste bien l'initiative du débiteur. Et c'est bien moi qui vais apprécier à un moment si effectivement, alors, ça c'est la théorie, mais en pratique, je veux dire, quand on est dans un environnement à Lyon, avec des professionnels, et quand on me dit bah, il me faut 2 mois de plus pour négocier avec les banques, bah, ils ont 2 mois de plus. Je veux dire, je ne vois pas, je vais dire, mais attendez, pourquoi 2 mois, pas 3, pourquoi 1 enfin, on n'est pas dans ce débat-là. Donc, il y a vraiment une confiance qui s'instaure, et c'est que dans des cas très particuliers où le mandataire ad hoc arrive parfois, où le conciliateur m'appelle en me disant on s'en sortira pas. On n'arrive pas à les mettre autour de la table. Il y a un problème de conflit d'associés, par exemple, dans le cas d'un mandat ad hoc. J'ai tout essayé, c'est mort, ça sert à rien de continuer. Enfin, bon, voilà, on est dans ce cadre-là, mais c'est pas moi qui vais aller, j'ai pas qualité à m'immiscer dans la procédure. Donc, je gère la forme de la procédure, mais pas le fond de la procédure. Donc, toujours l'initiative du débiteur. Toujours à l'initiative du débiteur. Donc, mandat ad hoc, conciliation, confidentialité, compétence exclusive du président du tribunal, initiative du débiteur. C'est le haut de notre transport, notre slide, là. Donc, mandat ad hoc, désignation d'un mandataire ad hoc. Alors, là encore, les textes sont un peu permissifs, c'est-à-dire qu'on peut désigner il n'y a pas une nécessité d'être administrateur ou mandataire judiciaire. On peut désigner un tiers, conseil en entreprise, pour autant qu'il démontre qu'il a une expérience suffisante, qu'il n'a pas de conflit d'intérêt, qu'il n'a pas travaillé pour le débiteur dans les, je ne sais plus exactement les textes, sur les 5 dernières années, je crois, de mémoire. Là, le débiteur peut proposer. Il peut proposer. Moi, je l'accepte. Enfin, aujourd'hui, j'ai une position qui est très ferme à Lyon. Si je connais, enfin, c'est même pas si je connais pas, je veux dire, c'est mandataire ou administrateur judiciaire, peu importe d'ailleurs qu'il soit de notre environnement lyonnais, on peut me désigner un Parisien, un Bordelais, peu importe, mais ça doit être un professionnel parce que, si vous voulez, vous avez un dirigeant souvent qui est dans une situation de difficulté et qui est plutôt qui est un peu plus fébrile. Donc, je suis toujours prudent sur tout ce qui est conseil en entreprise ou des gens qui se trouvent investis soudainement d'une mission de conciliateur après avoir fait un parcours bancaire, un parcours même de juge au sein de nos juridictions et qui disent bah, moi, voilà, je vais faire du mandat ad hoc ou de la conciliation. Je crois que d'abord, c'est technique. Ça demande d'avoir aussi une habitude de travail avec l'ensemble des professionnels de la place, banquiers, organismes sociaux, fiscaux. C'est pas les banquiers habituels en plus. C'est pas les banquiers habituels, c'est souvent les
affaires spéciales. Enfin, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, c'est un métier, et puis il faut bien connaître les textes. On voit qu'ils sont très évolutifs. Donc, personnellement, moi, je préfère concentrer ça sur des professionnels. C'est la mission qui est déterminée par le président. Là aussi, c'est le texte, bien évidemment, puisque c'est le président qui rend l'ordonnance, mais souvent la mission, je veux dire, les conseils de l'entreprise ont bien, comment dirais-je, déterminé le périmètre de cette mission. Donc, elle est proposée au président. Le président va vérifier simplement si sous la forme, elle est conforme au texte. Pas de contrainte de durée sur le mandat ad hoc. N'empêche pas l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire si cessation des paiements du débiteur. C'est-à-dire que il n'est pas nécessaire de mettre fin à la mission du mandat ad hoc. On peut ouvrir un redressement judiciaire en disant je me déclare en état de cessation de paiement et la procédure, alors bien évidemment, elle n'a plus de sens de continuer, mais je veux dire, c'est pas un problème, il n'y a pas de problème procédural. Ce qui concerne la conciliation, désignation d'un conciliateur, donc on n'appelle plus donc mandataire ad hoc, mais conciliateur cette fois, c'est ouvert aux débiteurs qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, sauf pas en état de cessation depuis plus de 45 jours. Et s'il se trouve en état de cessation des paiements, l'objectif de la conciliation, c'est de faire disparaître le plus rapidement possible l'état de cessation des paiements par une négociation avec les principaux créanciers et en obtenant de leur part des moratoires et des mission du conciliateur, c'est conclusion d'un accord amiable entre les débiteurs et ses créanciers. Durée maximum 5 mois, 4 plus 1. On ouvre maximum pour 4 mois et 1 mois, effectivement, sur requête du débiteur pour obtenir 1 mois supplémentaire. Donc, et là, il faut, pour ouvrir un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire, il faut qu'il soit mis fin à la mission du conciliateur. Donc, c'est une procédure qui est un peu plus contraignante pour une raison simple, c'est qu'elle va avoir des contreparties. Donc, il faut, le président du tribunal de commerce, quand il est saisi d'une requête pour l'ouverture d'une conciliation, il va recueillir l'avis du ministère public sur la convention d'honoraires. C'est ce que dit le texte, la convention d'honoraires du conciliateur. Donc, là-dessus, le ministère public a 48 heures pour rendre son avis. Faute de quoi, au-delà de 48 heures, le président va rendre son ordonnance sans bien évidemment prendre en compte l'avis du ministère public. Donc je dis l'avis du ministère public est déterminant et aussi important, déterminant non, mais important pour une raison simple, c'est que le législateur lui dit qu'il doit donner son avis sur la convention d'honoraires. Mais comment peut-il donner son avis sur la convention d'honoraires si cette procédure ne peut pas légalement être ouverte? Donc ça pose toujours une difficulté. Donc souvent le ministère public, c'est une position nationale qui a été prise, dans les grandes juridictions, le ministère public va commenter souvent dans son avis des points particuliers sur, par exemple, l'état de cessation des paiements en disant, président, nous, on donne un avis défavorable parce que manifestement, aux éléments qui nous ont été communiqués, l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Donc, auquel cas, si effectivement c'est quelque chose qui m'a échappé, je vais essayer, avec le débiteur et ses conseils, de trouver des solutions ou trouver des éléments qui vont me permettre de démontrer qu'on n'est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 46 jours. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que le ministère public a la possibilité de faire appel de l'ordonnance que je vais rendre. Et ce sera un mauvais service à rendre à un débiteur que de lui accorder une conciliation sur laquelle j'ai un avis défavorable très motivé du ministère public qui me fait apparaître un état de cessation des paiements et que je voudrais, par extraordinaire, ignorer. Simplement, je me mettrais dans une situation difficile. Donc, voilà, je dirais, les éléments importants. Et si on regarde l'articulation par rapport à d'autres procédures d'alerte, si on est en mandat ad hoc, donc par exemple, si je fais une procédure d'alerte, je déclenche une procédure d'alerte, il y a un mandat ad hoc qui s'ouvre. Donc là, il faut que ça ne met pas forcément fin à ma procédure d'alerte. Il faut que je me pose la question de savoir si le mandat répond ou pas. Mais dans 9 cas sur 10, ça devrait répondre. Normalement, ça doit répondre. Voilà, normalement, je m'arrête. En revanche, si jamais, à l'inverse, j'ai un mandat qui a été ouvert, que je n'avais pas déclenché de procédure d'alerte, ça peut arriver. À ce moment-là, ça ne m'empêche pas d'en déclencher une. Non, ça ne m'empêche pas. C'est pas la même chose avec la conciliation, par contre. La conciliation, oui, pour le coup, si jamais... Voilà. Ça suspend. Là, on a vraiment un stand, y compris vos procédures. Voilà. Mais le mandat ad hoc, et c'est ce qu'on voit sur ce slide, c'est un accord qui va être passé entre des parties comme un contrat. Ouais. C'est-à-dire que, alors,
je veux dire, c'est quelque chose de purement prétorien. Les origines du mandat ad hoc sont purement prétoriennes, c'est-à-dire que ça a été mis en place par les tribunaux, dans les usages, etc. Mais quelque part, ça n'a aucune force, comment dirais-je, exécutoire. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de. C'est pour ça d'ailleurs que le ministère public n'intervient pas, parce que il y a pas de contrepartie. Tandis que dans la conciliation, ça met fin. Si vous voulez, on peut suspendre les poursuites, on peut suspendre les poursuites, on peut, depuis les ordonnances du 25 novembre 2020, et qui ont été prorogées donc avec le 15 septembre 2021, mais on peut accorder des délais. Donc, de cette contrepartie est issue effectivement, naturellement, la sollicitation du ministère public. Et donc, si jamais j'ai déclenché et qu'il y a une conciliation qui s'ouvre, ça met fin à la procédure d'alerte. Ça met fin à la procédure. Voilà. Et à contrario, s'il y a une conciliation qui s'est ouverte, je ne peux pas déclencher de procédure d'alerte. Si je ne l'avais pas préalablement déclenché. Donc, c'est vraiment le distinguo avec le mandat. C'est vraiment le distinguo parce que alors, c'est pour ça, de temps en temps, on se bat entre praticiens des procédures collectives parce que elle est un petit peu à cheval entre de l'amiable et du judiciaire. Il faut faire attention de ne pas trop la judiciariser pour ne pas faire partir les gens qui viennent naturellement vers ces procédures en prévention par leur confidentialité, par tout ça. Et on le voit d'ailleurs, parce que quand sur ce slide, qu'est-ce que vous avez? Conciliation exécutée par les parties comme un contrat, mais attention, constatation de l'accord, et ça vous donne un certain nombre d'avantages, et homologation de l'accord. La constatation de l'accord, ce n'est pas le président. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui est passé avec les principaux créanciers. Ce protocole, il va pouvoir être constaté par le président pour lui donner une force exécutoire. S'il est constaté par le président, confidentialité. Donc, force exécutoire, et pour les créanciers, vous pourront donc obtenir le recouvrement forcé, le cas échéant, si l'accord n'est pas respecté. Avec souvent un commissaire à l'exécution de l'accord, qui est souvent le conciliateur, qui prolonge sa mission avec, qui suit, si vous voulez, l'exécution de cet accord avec des clauses de revoyure, avec les principaux créanciers, etc. Et puis, on a l'homologation de l'accord. Un cran au-dessus. C'est-à-dire que ce n'est plus le président qui le constate, c'est le tribunal qui l'homologue. Le tribunal qui l'homologue, ça veut dire que c'est une vraie homologation avec une vraie publicité. Vous allez me dire, oui, c'est une publicité sur le ministère de l'entreprise, les journaux d'annonce légale. Et donc, force exécutoire, les créanciers pourront obtenir le recouvrement forcé. Impossible de faire remonter la date de cessation des paiements avant l'homologation. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important, une sorte de protection. Mais là aussi, on vous donne des contreparties à l'homologation de cet accord. Et puis, bien évidemment, privilège de on n'a pas dépassé un peu le temps, non? C'est bon? C'est bon, il nous reste encore un quart d'heure. Okay. Privilège de new money des créanciers qui ont consenti de nouveaux crédits. Donc, ça, c'est le fondement du 611 du Code de commerce qui permet que un certain créancier, si vous voulez, qui auront amené un financement du cash pendant cette conciliation, si demain la procédure partait en procédure judiciaire, par exemple l'objet d'une liquidation, d'être traité avec un rang préférentiel par rapport aux autres créanciers, au type du privilège de la new money. Donc voilà des éléments qui sont assez déterminants. Donc là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est bon de le repréciser, les conditions d'ouverture de chaque procédure. Là, on est sur du judiciaire. Donc, vous avez compris. Attention, on vient voir le président, c'est lui qui fait tout. Le judiciaire, bien, les sauvegardes, c'est sur requête exclusive du débiteur. C'est-à-dire, c'est effectivement le dirigeant de l'entreprise qui va présenter une requête et qui va demander à ce qu'il bénéficie d'une procédure de sauvegarde, toujours en n'étant pas en état de cessation des paiements. Et puis, le redressement judiciaire, liquidation judiciaire, 3 possibilités. Requête du débiteur, qu'il n'y arrive plus, mais il pense qu'il va pouvoir présenter un plan de redressement, voire éventuellement sortir avec un plan de cession. On verra de quoi il s'agit. Et on fera un petit parallèle rapide avec la possibilité et le lien avec la conciliation dans le cadre du plan de cession. C'est pour ça que toutes ces articulations de procédure sont très importantes. Liquidation judiciaire, eh bien, la liquidation judiciaire, toujours donc, pardon, je me suis un peu perdu, excusez-moi. Requête du débiteur, déclaration de cessation des paiements.
assignation d'un créancier pour le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Donc un créancier, à partir du moment où il est capable de démontrer qu'il a bien exécuté, que toutes les voies d'exécution ont été réalisées correctement, et que effectivement il se retrouve devant une situation où il n'a d'autre choix que d'assigner en liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire en redressement judiciaire l'entreprise. Et puis, requête du ministère public, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui peut effectivement, lui, avoir connaissance d'une situation qui lui permet de saisir notre tribunal pour que soit étudiée l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et éventuellement, dans le cas où nous, on lui aurait communiqué l'information, nous saisir par voie de requête aussi. Donc, pour toutes ces procédures-là, le débiteur est appelé en chambre du conseil avec un représentant du comité d'entreprise ou à défaut un délégué du personnel. Le jugement est public, du commerce des sociétés au répertoire des métiers, publicité au BODA, qui est dans un journal d'annonce légale. Alors, ce que je voulais rajouter, qui est important par rapport, puisqu'on est toujours dans ce cadre préventif, c'est que la conciliation bénéficie aussi d'une autre possibilité, c'est la possibilité de préparer, dans le cadre d'une conciliation, un prépack. Ce qu'on appelle une session prépaquée, c'est dire, bon, je me rends compte que de toute façon, je vais arriver à une situation où même si je basculais en judice, je vais pouvoir présenter un plan de redressement. Un plan de redressement, c'est-à-dire ce qu'on appelait traditionnellement un plan de continuation, c'est-à-dire je vais restructurer mon passif, je vais restructurer ma dette, mon exploitation va me permettre d'étaler tout ça, de financer un étalement sur 8 ans ou 10 ans maximum. C'est ce qui était prévu initialement. Aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin avec les durs Covid, il y a 12 ans. Mais si j'arrive pas, si je vois que ça ne passe pas, à ce moment-là, je peux avoir tout intérêt, si vous voulez, à préparer la cession de l'entreprise, et donc dans le cadre d'un prépack, une cession d'actifs. Hein, on est bien dans ce cadre-là, on n'est pas dans une session de titres, donc c'est bien une cession des actifs qui va se préparer dans le cadre d'une procédure de conciliation qui va ensuite faire l'objet, basculer en redressement judiciaire. On va ouvrir pour un temps très court une procédure de redressement judiciaire avec un appel d'offres et une date limite de dépôt des offres, mais avec un avantage qui aura été bien évidemment donné au cessionnaire dans le cadre du prépack de la conciliation et qui aura déjà travaillé sur le dossier et qui nous donnera plus de chances de trouver très rapidement un cessionnaire. Mais pour une question, si vous voulez, pour éviter tout débat, alors que le texte, encore une fois, ne le prévoit pas explicitement, on pourrait très bien imaginer qu'on puisse céder l'entreprise sans lancer un appel d'offres dans la phase redressement judiciaire, l'objet de basculer en redressement judiciaire, si on considère que le conciliateur a accompli des diligences suffisantes pour rechercher un cessionnaire. Aujourd'hui, au niveau national, le ministère public s'y oppose, considérant, parce qu'il y a eu des précédents, que il préfère solliciter l'ouverture d'un nouvel appel d'offres, même très court, pour bien s'assurer qu'il n'a pu y avoir une certaine connivence et échapper, si vous voulez, au contrôle. Donc, c'est cette notion de prépack. Il me semble déjà avoir vu le cas d'un groupe qui est de filiale, par exemple, en difficulté. Donc, ça veut dire qu'il l'a soutenu par du cash et donc il a des gros comptes courants. Il trouve un repreneur pour racheter cette société en difficulté. Et là, plutôt que de la vendre comme ça, il se met en conciliation pour notamment 2 objectifs principaux. C'est pouvoir abandonner ses comptes courants et les rendre déductibles fiscalement, parce que sinon ils ne le sont pas. Ils sont à caractère financier. Ils ne deviennent déductibles que dans le cadre d'une procédure. Et puis le deuxième, c'est quand même limiter le risque que le repreneur ne l'attaque en disant j'ai racheté notre société qui était finalement en mauvais état, donc c'est votre faute. Et ça, c'est quelque chose. Oui, bien sûr, parce que il a un jugement. Il y a un jugement qui cadre effectivement l'opération. Alors, c'est d'autant plus intéressant, mais alors là, ça nous emmène sur des chemins un peu plus compliqués qu'on pourra éventuellement évoquer. C'est avec l'évolution du 15 septembre 2021, où on abandonne les comités de créanciers, mais on arrive à une notion de classe de parties affectées. Et le législateur dans cette cadre de cette transposition de cette directive, a introduit maintenant la possibilité d'avoir des classes de parties affectées avec des créanciers dans la valeur. Des créanciers dans la valeur et dans la monnaie. C'est-à-dire qu'on peut restructurer le capital dans le cadre
dans ce cadre de partie affectée, en enchaînant une sauvegarde, on n'a pas parlé parce que ça nous amenait un peu loin, avec une sauvegarde accélérée. Et là, c'est très intéressant parce que ça permet effectivement de restructurer le capital et puis finalement de faire du M&A dans un cadre judiciaire en échappant presque, ça c'est un peu le praticien qui parle, je ne suis pas un spécialiste comme vous pouvez l'être, mais en échappant peut-être aux négociations d'une gap. Alors c'est pas encore, ça n'a pas été encore, comment dirais-je, éprouvé ces possibilités-là, mais je pense que ça peut avoir un intérêt. Alors, pour des entreprises, en plus là c'est ouvert à n'importe quel type d'entreprise, parce que autant la sauvegarde accélérée, si vous voulez, telle qu'elle est définie par le législateur aujourd'hui, est réservée, les classes de parties affectées sont réservées à un certain nombre de seuils, mais si vous ouvrez une conciliation et que vous basculez en sauvegarde accélérée, vous pouvez bénéficier de ces classes de parties affectées avec justement ces créanciers dans la valeur et ces créanciers dans la monnaie, y compris pour des petites structures. Et je trouve que pour des cessionnaires sur des entreprises qui sont un peu en difficulté, où il faut aller très vite, où l'audit est laborieux, un peu complexe, etc., ça peut être un bon moyen pour préserver les intérêts du cessionnaire que de solliciter une conciliation, basculer en sauvegarde accélérée avec une constitution de partie. Là, ça nécessite des évaluations, par contre, dans le cas de ces missions. Éventuellement, si les classes n'étaient pas... S'il y a des contestations des créanciers qui ont été affectés dans les classes. S'ils contestent leur affectation à une classe, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une expertise qui est sous le contrôle du juge commissaire. Mais là, on rentre dans quelque chose, si vous voulez, qui n'a pas encore vraiment été expérimenté. On travaille juste là-dessus. C'est vachement intéressant. Je pense qu'il peut y avoir un travail commun à imaginer là-dessus. Et puis, il y a des avocats, de gros cabinets de conseil qui vont s'en emparer, mais ça peut être utilisable aussi sur des entreprises de taille plus modeste. Voilà. Donc, rapidement, on revient encore, pas de cessation des paiements. Donc, on revient sur cette notion de cessation des paiements qui était clé dans notre intervention d'aujourd'hui. Difficulté que le débiteur, ce que je vous disais tout à l'heure, n'est pas en mesure de surmonter, mais le législateur ne nie pas quel type de difficulté. Donc, ça peut être autre que financière, à méditer, qui déboucheront bien évidemment sur des difficultés financières à terme. Donc, sauvegarde, réorganisation de l'entreprise, poursuite de l'activité économique, maintien de l'emploi purement du passif. Dans le cadre d'une sauvegarde, on n'envisage pas la cession de l'entreprise et on n'envisage pas des cessions partielles non plus de l'entreprise. Éventuellement, tout est contrôlé, ça, par le juge commissaire qui va autoriser ou pas des cessions éventuellement ou des transactions, 122.7 du Code de commerce, qui vont pouvoir avoir comme conséquence une influence déterminante sur des suites de la procédure, où là, on va même recueillir l'avis du ministère public. Sur les cessations des paiements, redressement possible, redressement judiciaire, poursuite de l'activité d'entreprise, maintien de l'emploi purement du passif. Quand on dit poursuite de l'activité d'entreprise, ça veut dire soit par un plan de continuation, soit par un plan de cession, qu'on n'a pas dans la sauvegarde. La sauvegarde, c'est bien différent. Liquidation judiciaire, fin de l'activité de l'entreprise, et réalisation du patrimoine du débiteur. Les actifs deviennent sont dès l'ouverture d'une procédure le gage commun des créanciers, et c'est ce gage commun qui va être cédé pour désintéresser les principaux créanciers. Donc, ça c'est à peu près clair, je pense pour tout le monde. Sauvegarde, poursuite de l'activité, on a des périodes d'observation. Donc, j'ai précisé sauvegarde parce qu'on va en reparler dans les procédures, dans les prochaines interventions, plus en détail, mais pour quand même finir, je dirais, notre intervention pour donner une vision un peu plus globale. Sauvegarde, poursuite de l'activité 6+6, donc 6 mois plus 6 mois. On ne peut plus aller depuis le 15 septembre 2021, donc depuis l'année passée, fin d'année passée, au-delà des 12 mois dans le cadre d'une sauvegarde, alors que précédemment, on pouvait, sur requête du ministère public, sur réquisition du ministère public, avoir une période exceptionnelle de 6 mois. Aujourd'hui, c'est plus qu'en redressement judiciaire où on a cette possibilité, c'est-à-dire d'aller jusqu'à 18 mois. Alors après, on a eu des procédures qui ont duré plus longtemps, notamment l'année passée, on a sorti un dossier qui a été un peu médiatique puisque ça avait intéressé le garde de Sceaux qui s'était déplacé à Lyon. C'est le dossier Lise Charvel, j'en parle simplement puisque ça a été évoqué dans la presse. Je n'irai pas au-delà de ce qui a été évoqué, mais c'est une procédure qui a duré beaucoup plus longtemps parce qu'elle a aussi bénéficié des mesures spécifiques au Covid.
de plus 3 mois, enfin, etc. Redressement judiciaire, donc c'est contrôle du tribunal dans les 2 mois du jugement d'ouverture. Donc, l'affaire revient à 2 mois, ce qu'on appelle pour la présentation du bilan économique et social et environnemental, où là, l'administrateur judiciaire présente, je dirais, les grandes lignes de ce qu'il a pu observer sur les 2 mois et qui doit conforter les orientations qui ont été prises par le tribunal lors du jugement d'ouverture. Liquidation judiciaire, arrêt immédiat de l'activité, sauf autorisation du maintien provisoire, 3+3, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez la possibilité de solliciter la poursuite de l'activité, encore faut-il pouvoir la financer, mais par exemple, ça peut être très important, parce que bien que vous ayez une liquidation judiciaire, vous pouvez avoir des activités sensibles où le personnel est indispensable pour fermer correctement l'entreprise, sans faire, je pense, j'ai une connerie, mais un truc dans la chimie, avec des produits spéciaux, etc. Bon, vous ne pouvez pas mettre la clé sous la porte du jour au lendemain, du matériel à arrêter dans des conditions propres, etc. Donc là, mais c'est tout à fait exceptionnel et assez rare. Et 3 mois, plus 3 mois à la demande du ministère public. Et là, si le ministère public accorde 1 mois, on ne peut pas aller aux 3 mois. C'est-à-dire s'il y a eu 3 mois et quand le ministère public accorde 1 mois, c'est définitif, c'est terminé, on ne peut pas aller au-delà des 4 mois. Donc là, pour terminer, sauvegarde, principe, le débiteur et le redressement judiciaire. Le débiteur conserve le pouvoir de disposer et d'administrer de son patrimoine. C'est les limites en fonction de la mission d'administrateur. Donc, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, il y a 2 procédures. Une première, pour s'en souvenir dans l'ordre, ça commence par le S, sauvegarde, c'est la mission de surveillance. Donc, et une mission d'assistance, c'est-à-dire qu'il y a une mission où l'administrateur a des fonctions un peu plus, comment dirais-je, coercitives que dans la mission de surveillance où tout est laissé, y compris la présentation du plan de sauvegarde, à l'initiative du débiteur. Redressement judiciaire, donc là on est dans une mission d'assistance et éventuellement une mission d'administration, ce qu'on appelle communément une mission 3, c'est-à-dire que l'administrateur remplace en gros le dirigeant, se substitue au dirigeant de l'entreprise, avec tout ce que ça peut comporter comme en général, c'est laissé à des situations bien particulières où le dirigeant, par exemple, a un gros problème de santé ou incarcéré, ça peut arriver aussi, et dans l'incapacité, on demande d'un administrateur provisoire, enfin, il peut y avoir différentes choses, et voir un administrateur judiciaire. Dans le cadre de ces 2 procédures, tous les actes et dispositions étrangers à la gestion courante de l'entreprise sont soumis à autorisation du juge commissaire. Donc, par voie de requête de l'administrateur judiciaire, l'administrateur et le juge commissaire va rendre une ordonnance autorisant l'administrateur judiciaire à exécuter ces actes. Je passe rapidement puisqu'on y reviendra. Liquidation judiciaire, ben là vous l'avez compris, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Hein, il laisse les clés, il ne peut plus rentrer dans l'entreprise, il n'a plus accès à quoi que ce soit. Les droits et les actions sont exercés par le liquidateur judiciaire, donc bien évidemment, c'est la situation la plus dramatique pour le dirigeant d'entreprise. En tant que commissaire en compte, on rencontre souvent une difficulté lorsqu'on est commissaire en compte d'une société qui se retrouve en liquidation, c'est que logiquement, l'approbation des comptes, etc., n'est pas arrêtée, notre mission n'est pas suspendue. Pour autant, on n'obtient pas les comptes du liquidateur, malgré nos relances, et on ne sait jamais trop ce qu'il faut faire, parce que notre mandat ne prend pas fin, en fait, automatiquement. Là, il faut saisir le président du tribunal de commerce, ou le juge commissaire, s'il est encore en fonction, parce que l'affaire n'est pas clôturée. Donc, mais vous pouvez saisir le juge commissaire pour lui demander d'inviter le liquidateur judiciaire à conclure, et puis à vous donner les éléments qui vous permettent de clôturer votre dossier. C'est vrai que notre mission n'a pas grand intérêt dans ce cas particulier. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'on n'ait pas envie de venir rajouter des coûts à la procédure, mais ça n'empêche que juridiquement, on est obligé de demander si l'administrateur met fin à notre mission en finalement ne permettant pas d'intervenir. Mais je pense qu'elle n'est pas de droit. Elle n'est pas de droit, c'est-à-dire que vous êtes obligé de le comme si vous voulez, vous allez demander un certificat d'irrecouvrabilité, comme vous avez. On est obligé d'informer le parquet. D'après les instructions de la compagnie, on est obligé de demander à l'administrateur s'il nous permet de poursuivre notre mission. En général, il peut nous demander un programme de travail, juger que c'est
Ça arrive, ça fréquemment, ça pas, mais en général, ils ne nous répondent même pas. Ils répondent même non, pas. parce que ça va lui coûter des sous et il n'a pas de pognon sur la procédure la plupart du temps. On écrit, on est obligé de confirmer par recommandé et puis de démissionner, mais avec la froissée qui nous casse un petit peu les pieds quand on démissionne, on va le dire gentiment. Mais C'est ça, légalement, je ne vois pas comment on peut les chercher. c'est compliqué. Voilà, enfin, on a essayé de résumer sur ce tableau, alors qui est un peu imparfait, j'en suis désolé, j'ai oublié de le corriger avec la loi l'ordonnance du 15 septembre 2021. Mandat ad hoc, conciliation, vous voyez, on a résumé la façon de sortir d'une conciliation avec un accord constaté, homologué, on l'a vu. Possibilité de basculer sur des sauvegardes. Alors, vous oubliez la sauvegarde financière accélérée, puisqu'elle a été fusionnée avec la sauvegarde accélérée. Donc, avec ce que j'ai expliqué précédemment, enchaînement de conciliation, sauvegarde accélérée. Donc, toujours là, par contre, dans les sauvegardes accélérées, c'est à noter, avec un état possible de cessation des paiements, c'est assez particulier. Autant sur la sauvegarde, il ne faut pas d'état de cessation des paiements, autant sur une sauvegarde accélérée, c'est possible puisque vous avez pu rentrer dans une conciliation où vous pouviez être en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas en sauvegarde accélérée puisque les deux procédures peuvent s'enchaîner. Plan de continuation, cession partielle possible. Alors, cession partielle possible sous certaines conditions, avec l'autorisation effectivement du juge commissaire. Redressement judiciaire, plan de continuation ou plan de cession, ce qu'on a évoqué. Liquidation judiciaire. Alors, liquidation judiciaire simplifiée, obligatoire, facultative, on y reviendra dans une présentation prochaine. Plan de cession, c'est un peu particulier, là aussi on y reviendra. C'est quelque chose qui est un peu exceptionnel, le plan de cession dans le cadre d'une liquidation judiciaire, mais en règle générale, c'est surtout une vente des actifs. Pourquoi ? Je ne veux pas déflorer ce qu'on évoquera après, mais la liquidation judiciaire, si vous voulez, elle ne fait pas obstacle au 1224 du Code de commerce, autant du Code du travail. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés qui n'auraient pas été repris dans le cadre d'un plan de cession d'une liquidation judiciaire pourraient demander éventuellement à être réincorporés dans la structure juridique qui a repris les actifs. Alors que dans le redressement judiciaire, c'est pas possible. C'est obstacle au 224, vous savez, l'ancien L122.12, alinéa 2 du Code du travail, avec les salariés suivent les actifs. Donc ça, alors certains, là encore, vont un petit peu tordre le bras au texte en faisant une liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité, de façon à ce qu'on considère que l'entreprise est toujours en activité, elle n'a pas cessé son activité, auquel cas on se replace dans un contexte qui serait proche du redressement judiciaire et qui permettrait de faire obstacle au 224 du Code du travail. Mais bon, c'est pas ce qu'on pratique chez nous, et puis c'est pas vraiment l'intérêt. Je dirais ça sert plus les intérêts des auxiliaires de justice que celui du débiteur. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire, c'était peut-être rapide. On a quelques petites questions là. J'en ai une, notamment, on nous dit quels sont les exemples particuliers dans lesquels le procureur peut saisir le tribunal de commerce. À partir du moment où il est informé qu'effectivement, on a un état de cessation des paiements avéré. C'est-à-dire, vous imaginez que moi, je peux ça peut être lié à du pénal ou pas forcément. Non, pas forcément. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, des salariés qui ne saisissent pas le président du tribunal de commerce, mais qui saisissent directement le procureur de la République parce qu'ils ne sont pas payés. Ouais. Donc, à ce moment-là, le procureur de la République, c'est lui qui va nous demander d'appeler en chambre du conseil l'entreprise en question, ou éventuellement, si les salariés me saisissent moi, avec des éléments probants, je vais moi saisir le procureur de la République pour qu'il demande d'appeler. Donc, c'est des éléments comme ça, essentiellement. D'accord. Oui, c'est essentiellement ça. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, je ne vois pas d'autres questions, mais en tout cas, Thierry, merci infiniment pour ces précisions sur la date de cessation des paiements, point important dans notre mission, et cette anticipation nécessaire par l'ensemble de notre profession sur les actes de prévention. Ça fait plaisir en tout cas, et puis je crois que ça fait partie de ce qu'on s'est dit tous ensemble, d'essayer de travailler et puis de partager des expériences
Et c'est bien évidemment pour l'intérêt des entreprises. Merci infiniment. Prochain rendez-vous le 7 mars pour la suite de nos webinaires. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Très bonne soirée à Bonne soirée. tous. Au revoir.